Bonjour à tous, Docteur Youssouf Diomandé, bonjour. Bonjour Monsieur Angerman. Alors, on se retrouve pour ce deuxième numéro de la semaine consacrée à la drépanocytose. En effet. Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous de la santé et du bien-être. Notre magazine est coproduit avec le réseau des médecins volontaires de Côte d'Ivoire. Alors, toute cette semaine, nous parlons de la drépanocytose, une maladie tropicale, une maladie du sang qui touche 12% de la population ivoirienne. Alors, hier, docteur Diomandé, vous nous parliez des généralités à savoir sur cette maladie. Aujourd'hui, vous nous parlerez des symptômes de la drépanocytose. Alors, question toute simple, quels sont les signes de cette maladie? Alors, avant de parler du signe, permettez-moi déjà de vous présenter les types de drépanocytose. Voilà. Et comme je l'ai dit, pour rendre la chose la plus simple possible, on dira qu'il y a deux types. Après, il y a la forme grave, deux formes, il y a la forme grave et il y a la forme simple. Bénigne. Voilà, bénigne. Donc, on va dire la forme asymptomatique. Donc, il y a certaines personnes qui feront la maladie, qui ont la maladie, qui feront les signes, et il y a d'autres personnes qui ont la maladie, mais qui ne feront pas de signes. Mais toujours qui restent des malades et des parents qui vont transmettre à leurs enfants. Alors, en ce qui concerne les signes, il faut déjà savoir qu'il y a 3 signes qui seront communs à tout le monde. C'est-à-dire, parce que les signes sont fonction de l'âge. Les signes au niveau du nourrisson ne sont pas pareils qu'au niveau des adolescents et ce n'est pas pareil au niveau de l'adulte. Mais les 3 signes qui sont communs à tout âge, le premier, c'est l'anémie déjà, qui est le premier signe de la drépanocytose et qui se constate justement à travers la numération formule sanguine. Le deuxième signe, ça sera ce qu'on appelle l'ictère, c'est-à-dire les yeux qui vont devenir jaunes. Et le troisième signe, ça sera ce qu'on appelle la splénomégalie, c'est-à-dire la rate qui va augmenter de volume, mais qui sont constatés justement à travers un examen physique qui sera effectué par le médecin qui reçoit le malade. Et en plus de ces signes, on aura maintenant, chez le nourrisson, on aura ce qu'on appelle le syndrome main-pied. C'est-à-dire ce sera des nourrissons qui vont présenter des tuméfactions au niveau des mains et au niveau des pieds, avec de la fièvre, des rougeurs et la douleur. Chez l'enfant, l'adolescent, ça sera ce qu'on appelle la douleur abdominale. En plus des 3 signes que j'ai présentés tantôt, ça sera accompagné de douleurs abdominales. Donc, les signes se localisent au niveau des viscères. Et au niveau de l'adulte, ça sera ce qu'on appelle les douleurs ostéo-articulaires. Donc, en plus de l'anémie, de la splénomégalie, de l'ictère, ils vont présenter des douleurs articulaires et osseuses qui vont s'ajouter justement à ça. Et au-delà de ça, on a des signes qui sont tantôt mineurs, plus ou moins mineurs, le mal de tête, la fatigue généralisée, la courbature, donc il va s'associer avec toutes ces symptomatologies-là. Très bien. Alors, comment pose-t-on le diagnostic? Alors, le plus simplement possible dans notre contexte ivoirien, c'est qu'il y a un examen qu'on appelle, c'est un examen de sang. C'est un examen de sang qu'on appelle l'électrophorèse de l'hémoglobine. C'est cette électrophorèse de l'hémoglobine qui va permettre justement de savoir si vous êtes porteur du gène de la drépanocytose ou pas, si vous êtes drépanocytaire ou pas. À partir du moment où le diagnostic est fait et que ça confirme que vous avez la drépanocytose, il y a d'autres examens qui se mettent en place également, ce qu'on appelle le bilan de terrain. Parce que comme on connaît les complications de la maladie, que nous allons revenir là-dessus plus tard, il y a d'autres examens complémentaires que nous allons réaliser. La numération formule sanguine, comme je l'ai dit, pour connaître le taux d'hémoglobine, parce qu'ils sont fréquemment anémiés. On va faire des examens ophtalmologiques, on va faire des examens, des radios pour voir, parce qu'il y a des complications osseuses aussi, donc on va faire des radios au niveau des os pour voir. On va faire des examens, des radios pulmonaires, on va faire ce qu'on appelle ECG. Donc tous les organes qui seront touchés par la drépanocytose seront évalués à partir du moment où on a posé le diagnostic de la personne, qui repose uniquement que sur l'électrophorèse de l'hémoglobine, qui nous permet justement de savoir si vous êtes drépanocytaire ou pas. Combien ça coûte En Côte d'Ivoire, ça dépend des standards des cliniques, mais je sais que c'est à partir de 6 000 francs jusqu'à 25 000 francs dans certains grands polycliniques. Donc, minimum 6 000. Il y a des centres de santé quand même qui font l'électrophorèse de l'hémoglobine à 6 000. Est-ce que dans les centres de santé de l'intérieur du pays, c'est possible de faire ce genre d'examen? Est-ce que les centres de santé à l'intérieur sont aussi outillés En fait, l'examen se fait dans tous les centres de santé où il y a un laboratoire. Voilà. Donc, ce n'est pas forcément lié au centre de santé, mais c'est lié à la présence ou pas d'un laboratoire d'analyse biologique, parce que c'est un examen de sang. Et dans le système sanitaire ivoirien,
quelles sont les entités qui sont dotées de laboratoires? Bon, je ne maîtrise pas forcément le système de santé, tous les centres de santé ivoiriens où il y a un laboratoire, mais je sais qu'à Abidjan, c'est beaucoup plus facile. À Abidjan et dans les alentours, c'est beaucoup plus facile d'avoir un laboratoire. Il y a même des laboratoires privés qui ne sont pas dans un centre de santé qui font les examens. Dans les centres de santé de l'intérieur, les hôpitaux régionaux, certains hôpitaux départementaux, je sais qu'il y a des laboratoires qui existent, mais des centres de santé communautaires de l'intérieur n'ont pas toujours un laboratoire. Donc, c'est clair qu'on ne pourra pas faire ces genres d'examens dans un centre de santé où il n'y a pas de laboratoire, malheureusement. Voilà. Alors, j'ai la maladie, mais je ne sais pas que je l'ai. Quel danger ça représente pour moi? Justement, c'est ce qui fait qu'on a choisi préférentiellement la drépanocytose justement pour communiquer là-dessus. Parce que c'est une maladie, comme vous l'avez dit, on peut l'avoir sans le savoir. Et malheureusement, les symptômes qui se présentent, ça peut être des signes aussi qui sont liés à d'autres maladies. Donc, quand on se rend à l'hôpital et que le médecin n'a pas eu le flair, justement, de pouvoir aller dans ce sens, on peut faire d'autres examens où on va trouver peut-être une infection, un palu qu'on va traiter, alors qu'il y a la drépanocytose qui est en dessous. Et ça représente justement le danger de la transmission de la maladie à nos enfants. Parce que si vous ne connaissez pas votre statut et que le partenaire en face ne connaît pas son statut, il y a un gros risque, si vous avez la maladie, de les transmettre à vos enfants. On va en parler dans la prévention. Exactement. Et c'est là le plus gros danger. Donc, quand vous partez à l'hôpital, déjà, ce qui est bien, c'est que les femmes enceintes, dans le bilan prénatal, c'est quelque chose qui s'est fait automatiquement. Donc, ça nous permet déjà, pour une femme qui est enceinte, de savoir si elle est drépanocytaire ou pas. Sauf que ce que moi, je ne trouve pas bien dans ce processus, c'est que une femme qui est drépanocytaire, il y a des mesures à prendre avant même qu'elle ne tombe enceinte. Donc, si c'est pendant la grossesse qu'on se rend compte qu'elle est drépanocytaire, ça devient encore beaucoup plus compliqué. Donc, pour quelqu'un qui se rend à l'hôpital, déjà, on peut demander à toute la population, c'est un examen qui s'est fait une seule fois à vie, donc de se rendre à l'hôpital, de dire, je vais faire le test pour savoir si je suis drépanocytaire ou pas. Vous payez, on le fait une fois, c'est fini, vous ne le faites plus, on connaît votre statut. Ça, c'est pour quelqu'un qui n'est pas malade, qui n'a aucun problème, qui le fait de façon naturelle. Mais quand vous êtes malade et que vous vous rendez à l'hôpital, il faut maintenant le médecin, à travers le diagnostic qu'il veut poser justement, dans le bilan qu'il va demander cet examen-là qui lui permet à lui de savoir si vous êtes drépanocytaire ou pas. Alors, très bien. Vous en parliez un peu tout à l'heure. Il y a deux cas de drépanocytose, le cas bénigne et puis le cas grave, le cas des complications. On va parler des complications. Comment se manifeste un cas de drépanocytose grave? D'accord. On dit drépanocytose grave, c'est tous ceux qui sont drépanocytaires et qui font la maladie, c'est-à-dire qui présentent les symptômes de la maladie. Donc, ils vont présenter des douleurs, comme je l'ai dit, des crises vaso-occlusives. Et c'est ceux-là qu'on dit sont en train de faire une forme grave. Et la deuxième forme, comme vous l'avez dit, c'est la forme bénigne, justement, qui n'est pas grave, qui sont porteurs de la maladie, mais qui n'ont pas de signes. Voilà. Et quand on est porteur de la maladie, qu'on fait les signes, je l'ai dit tout à l'heure, les complications sont selon les organes qui seront atteints par la drépanocytose. Je prends le cas de l'œil, par exemple. Ça va donner ce qu'on appelle les décollements rétiniens. Voilà, parce que les vaisseaux qui sont au niveau des yeux sont des petits vaisseaux. Et dans le processus justement de manifestation de la drépanocytose, nous avons dit qu'il y a une malformation du globule rouge qui fait que ça va boucher les artères et ça va créer maintenant la crise vaso-occlusive en aval. Donc, c'est clair que ça va aboutir au niveau des yeux à une cécité, une complication. Deuxième complication, il y a la complication osseuse. Cette complication, justement, parce qu'au niveau de la tête humérale, et au niveau de la tête fémorale, ce sont des zones qui ne sont pas bien irriguées en sang. Voilà. Donc, à cause de la drépanocytose, justement, à cause de cette faible irrigation, les deux éléments associés vont provoquer ce qu'on appelle la nécrose osseuse. Et ça va aboutir à une fracture, soit de la tête humérale, soit de la tête fémorale. Il y a aussi d'autres complications, notamment l'anémie grave, et justement qui emporte la plupart des drépanocytaires. Parce que si quelqu'un se retrouve avec une anémie à 4 grammes à cause de sa drépanocytose, il faut, dans les minutes qui suivent, trouver du sang pour le transfuser afin de sauver la personne. Et je profite justement de cette partie-là pour interpeller toute la jeunesse ivoirienne et pourquoi pas toute la population à l'effet de donner son sang. Et que finalement, c'est un geste qui répond à une question de solidarité nationale. Et que quand on donne son sang, ce n'est pas forcément que nous-mêmes qui devons recevoir. C'est pour aider les autres. Parce qu'il y a des personnes sauver des vies, notamment les drépanocytaires, qui de toute façon seront en manque de sang toute leur vie.
Et il arrive parfois dans des cas graves où il se retrouve avec des 4 grammes, des 6 grammes qu'il faut les transfuser dans les minutes qui suivent. Quand on n'a pas de sang, c'est des personnes qui meurent dans la main des médecins alors qu'ils n'ont pas le moyen de pouvoir les soigner. Et souvent, c'est frustrant. Donc, j'interpelle tout le monde, toute la population ivoirienne, justement, à donner son sang de façon volontaire chaque 3 mois, ceux qui sont en bonne santé, bien sûr. Donc, au-delà de cette complication osseuse, au-delà de la complication qui est l'anémie, complication au niveau des yeux, qui est la cécité, qui va donner, il y a les infections, comme je l'ai dit tout à l'heure. Quelqu'un qui n'a pas assez de sang, en guillemets, n'aura pas, son système de défense immunitaire sera affaibli. Et quand c'est affaibli, c'est des personnes qui vont faire fréquemment des infections. Même les plus simples seront des infections beaucoup plus graves chez ces personnes-là. Donc voici un peu les complications qu'un drépanocytaire peut pouvoir présenter. Sans oublier que ça peut donner aussi un AVC, ça peut donner un infarctus du cœur. Parce que partout où le sang arrive, dites-vous que tous ces endroits peuvent représenter une complication pour les drépanocytaires. Très bien. Et on meurt de la drépanocytose? Oui, on meurt de la drépanocytose malheureusement. C'est pourquoi d'ailleurs j'interpelle sur la nécessité justement de poser le diagnostic très tôt. D'où l'interpellation de nos autorités. Très tôt, c'est-à-dire au début de la vie? Au début de la vie, pourquoi pas? Parce que si les examens de la drépanocytose sont faits de façon automatique à la naissance, on saura tout de suite qui est drépanocytaire ou pas. Donc ça règle déjà le problème de la prise en charge de la personne, ça règle déjà le problème de la transmission même de la maladie de cette personne-là à la nouvelle génération. Donc, mais ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et les gens, c'est à l'âge adulte, après avoir fait des complications, qu'on se rappelle ou à travers des examens, qu'on se rend compte qu'ils sont en train de faire la drépanocytose. Donc, c'est ça la nécessité justement de pouvoir poser le diagnostic très tôt. Parce que quand on pose le diagnostic très tôt, avec les prises en charge qui sont en cours aujourd'hui, sur lesquelles nous allons revenir au cours de l'émission, permet justement d'allonger la vie de la personne qui peut aller au-delà de 30 ans, 40 ans, voire 50 ans. Mais aujourd'hui, malheureusement, dans d'autres drépanocytaires qui ne dépassent pas, même pas les 20 ans, les 30 ans, malheureusement. Parce que c'est découvert très tard, les complications sont déjà là, le suivi n'a pas été fait régulièrement. C'est un peu compliqué justement de pouvoir les sauver. Alors, docteur, on a aussi nos médecines traditionnelles. Exactement. Est-ce que vous avez eu vent de ce que c'est possible de prendre aussi en charge les malades de la drépanocytose par la médecine traditionnelle? La question de la médecine traditionnelle, c'est une question essentielle. Elle est très vaste parce que moi, je le dis toujours, la santé, elle est d'abord culturelle. Nous avons tous été soignés par la médecine traditionnelle depuis l'enfance. Mais la question essentielle qui se pose, est-ce que nous avons la possibilité aujourd'hui, à travers des études fiables, reconnues, de voir quel médicament exactement peut agir sur la drépanocytose? Moi, je n'en sais pas. Voilà, je n'en connais pas jusqu'à présent. Et c'est la question essentielle aujourd'hui. Peut-être que ça existe, je ne sais pas. Peut-être que ça n'existe pas, je n'en sais rien. Mais même si ça doit exister, il faut qu'aujourd'hui nos scientifiques, justement, puissent, les pharmaciens notamment, puissent s'orienter sur ces questions, trouver des remèdes, ou si quelqu'un présente, nous dit qu'il y a un médicament qui soit la drépanocytose, mener des études justement sur ces médicaments-là à l'effet de voir exactement si ça peut vraiment soigner la drépanocytose. Mais soigner, c'est trop dit parce qu'on n'en guérit pas de la drépanocytose, comme je l'ai dit. Voilà, le globule rouge, il est produit dans la moelle osseuse. Il faut faire une greffe de moelle osseuse pour s'en débarrasser définitivement. Tout le monde n'a pas la possibilité aujourd'hui de le faire, donc on se base préférentiellement sur le traitement symptomatique tout au long de la vie pour améliorer la qualité de vie de la personne, comme je l'ai dit. Donc moi, je n'en connais pas. Si ça existe, il va falloir mener des études dans ce sens, qui sera d'ailleurs une bonne chose d'ailleurs. Très bien, docteur. On arrive à la fin de ce deuxième numéro. Et comme vous le disiez tout à l'heure, on ne guérit pas de la drépanocytose. Il faut juste parler de prise en charge du malade. Et donc, ce sera le thème de notre rendez-vous de demain. Merci et à demain. Je vous remercie.